Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont elles sont les faits saillants. Sous la présidence du chef de l'État et chef de gouvernement, M. Ismaël Marguelé, s'est tenue aujourd'hui la 9e séance du Conseil des ministres. Également dans l'actualité en Libye, les partis en conflit décident de mettre fin aux actions militaires dans la capitale, à Tripoli. Voilà pour les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Sous la présidence du chef de l'État et chef de gouvernement, M. Ismaël Marguelé, s'est tenue la 9e séance du Conseil des ministres où 9 questions étaient inscrites à l'ordre du jour. Voici donc un compte rendu du ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, également porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Marguelé, s'est tenue la 9e séance du Conseil des ministres en ce lundi 10 septembre 2018. Étaient inscrites à l'ordre du jour 9 questions. La première question concerne un projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'ONEAD pour l'exercice 2016. Les comptes financiers de l'ONEAD pour l'exercice 2016 sont arrêtés comme suit. En produit, ils s'élèvent à 6 milliards 369 millions 790 618 francs Djibouti et en charge à 6 milliards 214 501 940 francs Djibouti, soit un résultat net de 155 288 678 francs Djibouti. Ces états financiers comprennent le bilan, le compte de résultats, la balance générale ainsi que l'annexe regroupant la situation patrimoniale, l'état de créances et la situation de trésorerie à la clôture des comptes. Durant cette période, des projets d'investissement ont été réalisés à l'aide de financements obtenus auprès de bailleurs de fonds et de partenaires. Ces investissements lourds, d'une valeur totale de 6 milliards 644 millions de francs Djibouti, portent essentiellement sur la production et l'adduction transfrontalière d'eau potable. La deuxième question est relative à un projet de décret portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale des personnes handicapées. L'Agence nationale des personnes handicapées a pour mission d'assurer l'intégration sociale, la protection et l'épanouissement des personnes handicapées dans tous les domaines de la vie sociale. Elle est chargée d'accueillir et de soutenir, ainsi que d'accompagner les personnes handicapées et leurs familles dans l'exercice de leurs droits et leurs devoirs. Afin de jouer pleinement son rôle, cette agence dispose de 4 directions, une direction administrative et financière, une direction des études de la planification et une direction de l'intégration sociale et enfin une direction de la prévention. La troisième question est relative à un projet d'arrêté portant affectation de 2 parcelles de terrain au profit du ministère de l'Intérieur. Ces 2 parcelles, chacune de 10 000 m², seront mises à la disposition l'une de l'ONARS et l'autre du secrétariat exécutif de gestion des risques et des catastrophes, seront destinées à l'implantation de bureaux administratifs et des hangars pour les organismes ci-cités. La 4e question est un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au profit du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Cette parcelle de 10 000 m², 6 à Balbala, est destinée à l'implantation d'une aire de jeu. La 5e question concerne un projet d'arrêté portant attribution d'une parcelle de terrain au profit de la société GCECC. Cette parcelle de terrain située à la zone de Boulaos, brise de mer, et d'une superficie de 15 000 m² est attribuée à titre onéreux à raison de 4 400 francs Djibouti, le mètre carré. La 6e question concerne un projet d'arrêté portant transfert partiel d'une parcelle de terrain au lotissement de la zone portuaire. Cette parcelle, d'une superficie de 14 000 m² et d'une valeur de 350 millions de francs Djibouti, est destinée à l'implantation du siège de la Silk Road International Bank et qui constitue la part de participation en nature de l'État de Djibouti à la construction du capital de la dite banque. La 7e question est relative à un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au profit du ministère des Affaires musulmanes et des biens Waqf. Cette parcelle d'une superficie de 822 m² située à Barwako 2, phase 1, est destinée à l'implantation d'une mosquée dénommée Al-Kawthar. La 8e question concerne un projet de décret portant confirmation du directeur général de l'aéroport international, M.
Mohamed Youssouf Charmarke est confirmé dans ses fonctions actuelles et directeur général de l'aéroport international de Djibouti. La 9e question concerne un projet de décret portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. M. Idriss Abdou Ali est nommé ambassadeur itinérant, chargé du dossier de la FAO et du FIDA. M. Idriss Abdou Ali dispose des aptitudes et des compétences nécessaires pour représenter et défendre au mieux les intérêts de l'État dans ces deux organisations internationales. Nous souhaitons à notre population une bonne année puisque demain commence l'année de l'Hégire 1440. Bonne année à tous et bonne santé. Autre actualité de ce 15h, le nouvel an musulman sera donc célébré demain comme le reste du monde musulman. Les Djiboutiens célébreront demain mardi 11 septembre le début du nouvel an musulman de l'an 1440 de l'Hégire. Le calendrier musulman débute après la migration du prophète Mohammed, paix et salut soit sur son âme, de la Mecque à Médine. C'est un événement historique et commémoratif d'une plus grande importance pour les musulmans. La migration du prophète Mohammed bin Abdullah de la Mecque à la ville de Médine constitue une grande importance pour les musulmans en général qui comptent plus d'1,3 milliard de personnes. Cet événement a complètement changé le parcours de l'histoire islamique et a séparé deux périodes complètement différentes à l'ère de Dawtag al-Islami. Après environ 2 semaines de voyage difficile, le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, et son ami Abu Bakr al-Saddir sont arrivés à la ville de Médine. Ils ont parcouru plus de 400 km. Le chef du comité de Fatwa, Cheikh Abdurrahman Shamsuddin, a souligné l'importance concrète de ce voyage béni du prophète Mohammed bin Abdullah. Dans ce cadre, il a affirmé que la migration du prophète, salut et paix soit sur son âme, est une étape très importante dans l'histoire de l'islam en tant que musulman, et passé de l'ère de la torture aux mains des infidèles à l'époque des fondateurs de l'État musulman. Cette occasion porte aussi beaucoup de leçons, surtout pour les musulmans, à savoir l'importance d'une bonne confiance en Dieu, et que la patience est la certitude et la voie de la victoire et l'autonomisation. Dans une interview donc accordée à la chaîne nationale, les citoyens donc ont profité de cette occasion pour adresser leurs félicitations au président de la République et à tout le peuple djiboutien ainsi que l'Oumma islamique. La migration du prophète a été portée au début du calendrier Hijri sur ordre du deuxième califat Omar ben Khattab, après consultation du reste des compagnons du prophète, salut et donc soit sur son âme. Le grand prophète et son ami Abu Bakr ont reçu un accueil chaleureux de la part des habitants de Médine qui l'attendaient avec impatience, selon le cheikh Abdurrahman Shamsuddin. Vers un renforcement de la coopération militaire entre la République de Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite, le général de corps d'armée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a reçu aujourd'hui dans son bureau une délégation saoudienne de haut niveau conduite par le général de brigade Jibril Ben Ali Al-Hazmi. Lors de son entretien avec le chef d'état-major général des armées, il a souhaité la bienvenue au général de brigade Jibril Ben Al-Hazmi et lui a exprimé ses meilleurs vœux à l'occasion de la célébration du Nouvel An musulman en avance. Eh bien, cette délégation a été introduite auprès du chef de corps de l'armée par l'ambassadeur de Djibouti en poste à Jeddah, Diadine Bamakrama. Le général Zakaria s'est en outre réjoui de l'excellence des relations à tous les niveaux entre les forces armées des deux pays. Afin de renforcer la coopération militaire, les deux parties ont décidé de créer une commission mixte chargée de renforcer et rehausser les relations entre les deux pays frères, de poursuivre leur coalition pour faire face au terrorisme, coalition menée donc par l'Arabie saoudite.
Cette délégation est accompagnée donc par l'ambassadeur de Djibouti à Riyad, Diadine Saïd Bamakrama, et l'attaché de défense, le lieutenant-colonel Ali Ismail Igal. Côté djiboutien, la délégation était composée du général de division Hassan Ali Kamil, conseiller du CMGA, du général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef de défense du colonel Mohamed Helsi Abane, chef de corps de l'artillerie, du colonel Waïb Moussa Ghanile, commandant de l'armée de l'air djiboutienne, du lieutenant-colonel Ahmed Dahir Jama, commandant de la marine nationale, et du commandant Adawi. Cette cérémonie s'est clôturée avec la remise d'un cadeau aux hôtes venus auprès du chef de corps des armées, le général Zakaria Cheikh Ibrahim. L'International School of Africa a ouvert ce matin, 10 septembre 2018, ses portes pour accueillir des étudiants pour l'année académique 2018-2019. Après les vacances d'été, le nombre d'étudiants retournant donc à l'école est estimé à 107 élèves dans 17 nationalités différentes, selon donc les responsables de cet établissement scolaire. Le premier jour de la nouvelle année scolaire, les administrateurs et les enseignants ont reçu les étudiants qui ont été accompagnés par leurs parents, les élèves qui ont été accompagnés par leurs parents avec une grande hospitalité. Plusieurs mesures ont été prises par la direction de l'édifice éducatif pour renforcer le niveau des élèves, mais aussi d'assurer le succès de la nouvelle année scolaire. Il est à noter que cet établissement, qui a été inauguré en 2016, offre donc aux élèves une éducation donc de qualité, dans lequel les élèves apprennent l'arabe, l'anglais ainsi que le français. Rappelons que le chef de l'État Ismail Marguerite a procédé le mois de mars dernier à la cérémonie de pose de la première pierre de cette école dénommée International School of Africa. Suite au lancement du programme de promotion et protection des droits humains, Salam, s'est tenue une séance de sensibilisation et causerie avec la communauté d'Assaïla. C'était hier matin. Et ce, donc, sous la préfecture de cette localité d'Assaïla, un programme en collaboration avec l'UNFD et l'UNICEF qui, donc, conteste l'extension du programme dans les nouvelles localités, à savoir Yoboki, Assaïla, dans la région de Diki. À cet effet, une équipe de l'UNFD s'est rendue à Assaïla pour une prise de contact et mis en place ce programme. Rappelons que l'objectif de cette rencontre était donc de présenter les programmes à la communauté et donc de recueillir leurs recommandations. ألعلكو لكي سيحلس لكي تلميه كوسا لقد سيجي حسنا هاي كوعدي تميتتن بالوها بهنا تحدثكو أفاقتميتتن كادو ينفده أفاقتميتتن معن لكادونا كوسا لقد حسا هاي تهوي نمقعاي بالو شعبي عسيرات شعبي مقعدين كيف حسا هاي كوعدينا سيني كالحمي Nous passons pour clore l'actualité nationale. Cette nécrologie qui vient à peine donc de nous parvenir, c'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès survenu dans l'après-midi du 9 septembre à 17h30 en Turquie du défunt Osman Saad Saïd, directeur général de l'Agence nationale de la météorologie de Djibouti. Né le 15 novembre 1957, le défunt a laissé donc derrière lui une veuve et 6 enfants, 5 garçons donc et une fille. L'ensemble du personnel de l'Agence nationale de la météorologie donc adresse leurs condoléances les plus attristées à la famille, aux proches et amis du défunt. Nous prions Allah le miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à l'actualité régionale et internationale avec Sabat Al-Saïd qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Sam. Bonjour Ali. Et nous commençons avec la Libye. Les partis en conflit ont convenu de mettre fin donc aux actions militaires dans la capitale, à Tripoli.
Effectivement, Ali, la mission d'appui des Nations Unies en Libye a annoncé que les partis en conflit sont convenus de mettre fin à toutes les actions militaires à Tripoli, capitale libyenne, après plus de 2 semaines d'affrontements meurtriers. Il y a un mécanisme de surveillance et de vérification sera mis en place pour consolider le cessez-le-feu, alors qu'un plan concernant le retrait des groupes armés de Tripoli sera également élaboré, a indiqué le Manul sur Twitter. Tripoli a été récemment le théâtre des violents combats entre les forces gouvernementales et les militants de la 7e brigade, une milice venue de la ville voisine de Taranouna, à quelques 80 km à sud-est de Tripoli. Jusqu'à hier, les affrontements alliés à Tripoli ont fait d'état de 118 morts, 210 blessés, que 16 personnes disparues, a rapporté le ministère libyen de la Santé. Depuis le soulèvement 2011 qui a conduit au renversement du régime de l'ancien dirigeant Mohamed Kadhafi, la Libye est de manière, disons-le, croissante en proie à la violence, au chaos et aux divisions politiques. Et nous enchaînons avec cette information de la France où une agression à l'arme blanche s'est produite au 19e arrondissement de Paris. La piste terroriste est écartée à l'heure actuelle. Effectivement, Ali, la police a arrêté un homme soupçonné d'avoir blessé 7 personnes, dont 4 grièvement, dans le 16e arrondissement à Paris. À ce stade, rien n'indique qu'il pourrait s'agir d'une attaque terroriste selon une source judiciaire. Selon une source proche, l'enquête, Ali, a été menée par l'homme et en priorité des nationalités afghans. Il est armé d'une barre de fer et d'un couteau. Il s'en est d'abord pris à plusieurs personnes, au hasard, pris près d'un cinéma le long du canal de l'Ourcq. Dans le 19e arrondissement, des joueurs de pétanque qui se trouvaient là ont tenté de le stopper en lui jetant des boules, le blessant à la tête, mais ça ne l'a pas arrêté. Il est parti en courant et se sont pris peu après à 2 touristes anglais. Les faits se sont déroulés peu avant 23 h, Ali. Rien ne permet à ce stade de retenir, Ali, le caractère terroriste de cette agression. Toujours selon une source proche de l'enquête, mais ces agressions rappellent d'autres attaques à l'arme blanche commises il y a quelques mois. Et ce soulagement en Suède, où le parti d'extrême droite n'a pas recueilli les suffrages lors des législatives où se sont déroulées hier. Aucun grand parti ne s'est affirmé sur ces élections en Samatar, c'est qu'il laisse supposer qu'une coalition doit être formée pour donc former le gouvernement futur. Effectivement, Ali, le parti extrême droite démocrate de Suède monte toujours plus haut, profitant du malaise suscité par l'afflux des demandeurs d'asile depuis 2015. Cependant, Ali, hier, Jimmy Åkesson, le jeune patron du mouvement anti-immigration, a perdu son pari d'en faire la deuxième force politique du pays, obtenant moins de 18% des voix. Ce sont les conservateurs d'Ulf Kristersson, chef de file du parti modéré, qui lui ont soufflé la place, mais de justesse. Il n'atteignait pas tout à fait les 20%, perdant environ 3,5 points en comparaison des législatives de 2014. Le chef de l'extrême droite leur a fait sans tarder un appel au pied. Quand au Premier ministre sortant, Stefan Löfven, chef de file des sociaux-démocrates, et il a évité la case en remportant un peu plus de 28% des suffrages. Mais l'ancien métallo s'est parfaitement de plus en plus ouvrier, justement employé au bas de salaire, de retraite, et se laisse séduire par des discours anti-immigrants. Merci Samatar Saïd pour ces explications et merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.